Messieurs, dames, bonjour et Bonjour. bienvenue pour cette nouvelle conférence. Exactement. Aujourd'hui, donc avec le musée des Augustins, on va parler paysage. Effectivement. Alors, pour commencer, il faut savoir que le paysage en peinture occidentale a longtemps fait figure de parent pauvre. En effet, si dès le XVe siècle il apparaît dans les pays du Nord ou en Flandre, il faut attendre un petit peu plus en France pour que le paysage devienne un sujet autonome, un sujet à part entière, qu'il faudra plutôt attendre le XVIIe siècle. Et au fur et à mesure, il va gagner du terrain et dès le XIXe siècle, il connaît une éclatante revanche et devient le sujet favori de beaucoup de peintres. C'est vrai, mais en fait, le paysage, on l'aime depuis très longtemps. En Égypte ancienne, sur les murs, il y a en fait des dessins qui sont extrêmement évocateurs du paysage. Et puis, quand on pense à la Rome antique, eh bien, on sait que les Romains adoraient faire peindre à fresque les murs de leur maison afin de se sentir dans un jardin, même en hiver, afin de respirer comme s'ils étaient dehors. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que après arrive le Moyen-Âge. Et à l'époque du Moyen-Âge, eh bien, en fait, le paysage va disparaître. En fait, le sacré va prendre toute la place et véritablement, le paysage va perdre du terrain. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit quand on entre dans les salles du musée qu'il y a une véritable adhésion pour le paysage. Le public est tout de suite satisfait quand il voit des paysages parce qu'il y a cette impression d'ouverture, d'espace et de liberté. Et en effet, en fait, on est très très loin des histoires aux récits complexes qui nécessitent la compréhension d'une époque, de ses valeurs ou d'une grande histoire. Le paysage, en fait, évacue toute approche intellectuelle et il nous reconnecte instinctivement avec ce dont on a vraiment besoin, finalement, cette liberté-là. C'est vrai. Et en fait, les peintres qui vont créer des paysages vont comme créer des fenêtres sur le monde pour nous permettre de nous évader dans leur cadre triangulaire, plutôt rectangulaire. Bien sûr. Ils vont créer comme des fenêtres, d'où le titre de notre conférence. Et c'est vrai qu'on va voir qu'au fil des époques, les paysages sont différents. On va vous proposer des paysages marins, des paysages urbains, des paysages champêtres. Et on va s'apercevoir que selon ces paysages, selon des géographies différentes, le paysage est perçu tout à fait différemment. Exactement. Et on va commencer là où tout a commencé finalement avec notre premier visuel dans les Flandres. Tout à fait. Il s'intitule La Haie vue du Nord. Il a également un second titre, Les dénicheurs d'oiseaux. Le peintre est un certain Van der Cross. Nous sommes au XVIIe siècle et les peintres du Nord ont une passion pour les paysages. C'est vrai qu'ils vont, par leurs paysages, nous proposer un miroir de la nature. En fait, ces peintres hollandais sont en grande partie protestants et le thème religieux, le sacré, n'est pas leur préoccupation. Eux, ils vont nous parler de paysages, de canaux qui permettent justement de vider la mer qui remplit les vastes plaines du plat pays. Et c'est vrai qu'il va y avoir de très nombreux commanditaires, une bourgeoisie aisée qui souhaite orner les maisons de tableaux de petit format. On est en plein siècle d'or hollandais et la floraison de peintres est importante dans un formidable essor économique qui va porter justement cette peinture. Van der Cross, c'est le peintre des paysages de rivières, de forêts, de petits villages à l'arrière-plan et c'est ce que nous découvrons ici. Donc une ville extrêmement détaillée, bien que lointaine, mais avec des clochers, avec des tourelles qui sont tout à fait reconnaissables encore aujourd'hui. Donc voyez comme l'horizon est bas, le ciel prend 2/3 de la place du tableau et c'est avec une minutie de cartographe que Van der Cross s'est exprimé. Vous voyez des personnages, pardonnez-moi, qui sont extrêmement réels. Ce ne sont pas ces personnages mythologiques qu'on a pu voir très longtemps dans les tableaux. Ici, vous avez vraiment un ciel où des nuages jouent, mais sur la droite, vous avez des personnages. Donc notre tableau, il est anecdotique parce qu'il y a une petite histoire, il est topographique parce qu'il y a de l'architecture et il est aussi un peu moral, puisqu'en fait, on a des personnages occupés ici à quoi donc? Eh bien, celui qui est en bas et qui pointe de son index celui qui est en haut est en train en fait de nous faire la leçon. D'ailleurs, si on regarde bien au pied de l'arbre, il y a quelques écritures nous disant « Même si on sait qu'une action est mauvaise, on ne peut cependant s'empêcher de la commettre. » Donc vous voyez qu'avec ce tableau-là, vous avez du grain à moudre pour la beauté de l'image, mais aussi pour la leçon morale. Tout à fait.
Alors, on voyage un petit peu, on descend dans le sud, on quitte les paysages nordiques pour retrouver la lumière du sud. Là, on vous reconnaissez peut-être, nous sommes en Italie, plus exactement à Venise. Donc effectivement, on a commencé par des paysages nordiques pour vraiment bien comprendre que le paysage occupe une place très importante en Flandre pour les raisons qu'Isabelle vous a expliquées. Mais effectivement, en France, c'est un petit peu plus compliqué. Le paysage n'est pas très bien noté, si on peut dire ça comme ça, parce que dès le XVIIe siècle, l'Académie royale de sculpture et de peinture est créée et elle va établir une stricte hiérarchie des genres picturaux. Et le paysage est tout en bas de la liste. Vraiment, au début, les numéros 1, ce sont les peintures d'histoire, les peintures religieuses, ce qu'on appelle le grand genre. C'est vraiment la peinture qui traite des grands sujets. Puis ensuite, on a le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte. Donc c'est vraiment un genre mineur, le paysage. Mais cependant, en Italie se développe une catégorie de paysages assez particulière, vraiment des paysages urbains qu'on va nommer des veduta, on appelle ça le vedutisme parce que veduta, ça veut dire vue en italien. Vous l'avez bien compris, ce sont des paysages qui proposent des points de vue de villes italiennes avec beaucoup de précision. Et donc là, ce genre en peinture se développe énormément en Italie dès la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, en même temps que le tourisme se développe lui aussi. Beaucoup d'Anglais qui ont évidemment pas mal d'argent vont voyager à travers l'Europe et l'Italie et vont souhaiter ramener un souvenir des villes italiennes qu'ils ont découvertes. Et pour ça, ils vont commander auprès de peintres qui ont cette minutie-là des points de vue des villes pour les ramener chez eux. Donc les peintres réalisent ces petites vues de petits formats pour pouvoir les vendre à ces touristes-là, en quelque sorte. C'est un petit peu comme quand aujourd'hui on ramène une carte postale, mais avant la photo, évidemment, il y avait ces petits paysages, ces petites peintures. Et donc notre peintre Francesco Guardi, qui est un des plus grands peintres vénitiens du XVIIIe siècle, travaille énormément ce genre-là et réalise beaucoup de paysages urbains. Et il nous propose ici une belle vue de Venise, mais avec beaucoup de poésie dans cette nature-là. Regardez la lumière, elle est diffuse, elle estompe les contours et transforme tous les objets et les personnages en des petites taches colorées. On est vraiment sur de la minutie, tout est très très fin. Et regardez l'eau qui scintille à l'aide de ces petites touches blanches. On a vraiment l'impression d'avoir une eau agitée, mais un petit miroitement aussi avec des beaux reflets. Il y a beaucoup de gondoles et donc de gondoliers qui de toute leur force rament dans l'eau, ce qui donne cet effet aussi d'agitation. En fait, on s'aperçoit vraiment que la ville de Venise, qui est une grande ville commerçante, est très animée ici. Tout est dense, tout est vraiment dynamique et on a cette vie qui grouille vraiment au premier plan avec beaucoup de minutie. La peinture est libre, vibrante. Regardez la finesse de ces petits draps qui sont au niveau des fenêtres et qui semblent s'envoler au vent. Là, on sait qu'on est en Italie, vraiment. Et ce qui est très fort aussi, c'est d'avoir justement accordé beaucoup de place au ciel parce qu'on respire. La ville est très dynamique en bas. Il y a beaucoup de mouvements et d'agitation, mais heureusement, il y a un ciel très important qui nous permet de prendre un peu d'air. Et ce qui est très fort aussi dans ce tableau, c'est le travail de perspective. Donc on est dans une vérité topographique, mais aussi on a quelque chose de très juste au niveau de la perspective parce que vous avez des lignes qui sont imaginaires mais qui sont horizontales et qui convergent toutes en un point de fuite unique qui se trouve sous le pont. Au niveau de cette façade qui accroche toute la lumière, vous avez cette façade-là et toutes les lignes convergent ici pour nous emmener loin dans le tableau. Exactement. Donc avec ce tableau, c'était Venise. Alors restons en Italie et retrouvons un peintre français, un peintre toulousain, même s'il s'appelle Pierre-Henri de Valenciennes, et il va ici donc nous montrer un tableau qui permet véritablement la respiration. Le tableau dont Marthe vient de vous parler était grouillant, et ici vous avez un tableau extrêmement apaisé. C'est intéressant de vous dire que c'est un tableau peint en 1800, mais qui est encore peint sur du bois, ce qui constitue un petit archaïsme. Donc le voyage en Italie fait vraiment partie de la formation des peintres, et Pierre-Henri de Valenciennes, il a fait ce voyage, il a donc pu séjourner là-bas en Italie, et c'est vrai qu'il a aimé étudier la perspective. Il a donc développé une nouvelle sensibilité par rapport à la nature. Et il a eu vraiment à cœur de dire à ses élèves de se frotter au plein air.
Alors, on sait qu'en 1800, qui est aussi la date du tableau, il a donc produit un traité des éléments de perspective à l'usage, justement, de ses élèves. Et quelques années après, on sait qu'il a obtenu la création d'un prix de Rome du paysage historique. Cela fait prendre des échelons donc au paysage, ce genre qui était un petit peu le parent pauvre, comme Marthe vous l'a dit. Donc notre tableau, pour rentrer à l'intérieur, vous donne vraiment une notion d'espace formidable. Et d'autant plus que, je vous rappelle ces dimensions, c'est un tableau qui fait 35 cm sur 48. Donc c'est un très petit format, cependant la notion d'espace est là et elle n'a rien à faire avec le format, puisque ici, vous avez une échelle qui permet de comprendre justement la taille des personnages par rapport aux édifices. Notre tableau, c'est le néoclassicisme qui fait suite au baroque et à tous ses tourments. Mais avec le néoclassicisme, on sent qu'il y avait cette volonté de revenir à la rigueur de la composition, au calme, à des choses qui sont très posées, qui sont aussi douces par exemple que la musique que ce petit berger, sous l'arche du pont, est en train d'émettre avec sa petite flûte, lui qui est assis auprès de son chien, devant les moutons. Donc, si vous voulez, vous avez ici un sujet donc tout à fait ancestral, un sujet de campagne, mais c'est vrai que c'est intéressant de se pencher sur le fait qu'il y a des choses immuables. Un jour, l'homme a bâti des monuments immenses, même si la végétation gagne en haut de ce qui était peut-être un ancien théâtre, donc à l'antique. Et il y a donc cette maman et son enfant tout à fait à droite, qui vous donne cette échelle et qui nous amène à nous questionner sur la place de l'homme dans la nature. Combien il est fragile et combien la nature finalement est plus puissante que lui, combien ses aînés ont édifié des bâtiments solides et qui ont traversé les millénaires alors que lui-même est si fragile. Il y a une perspective atmosphérique dans ce tableau, c'est-à-dire que au premier plan, on a des contrastes marqués, alors qu'à l'arrière-plan, tout se dissout, tout se décompose, se dissout véritablement dans l'éloignement. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de paysage atmosphérique. Et finalement, dans ce tableau, on ne sait pas si c'est l'aube ou le crépuscule. Tout à fait, c'est là tout le mystère et la poésie de l'œuvre. Alors, on va quitter ce paysage très tranquille pour être vraiment dans les tourments et la violence d'un paysage qu'on va appeler romantique dans le tableau suivant. Donc là, vraiment, on est au 19e siècle et il y a un mouvement pictural qui est le romantisme et qui va permettre au paysage de prendre encore plus d'importance parce qu'en effet, eh bien, les peintres qui sont romantiques eh bien, vont utiliser et charger tous les paysages de leur état d'âme. Alors, s'ils sont mélancoliques, ils vont chercher les bords de lac et les soleils couchants. Mais s'ils sont passionnés ou exaltés, ils recherchent une nature sauvage, des sommets inviolés ou une mer déchaînée. Et là, ici, on est face à une mer complètement déchaînée. Donc, imaginez eh bien, les états d'âme de ce François Gazard quand il peint ce tableau, cette tempête, où on parle d'exaltation des sentiments et de violence des rapports humains et de la nature. Alors, c'est une composition très animée, mais ce qui est très fort, c'est de voir ce ciel qui prend quasiment toute la place, les 3/4 du tableau, et la noirceur de ce ciel. Mais on a aussi beaucoup de nuances, beaucoup de changements. Regardez en bas à gauche, vous avez des lueurs oranges qui nous donnent l'impression que le ciel est en feu, mais vous avez une trouée lumineuse très importante aussi qui est là pour guider notre regard, parce que quand on suit les faisceaux lumineux, eh bien, on peut arriver vers une scène très importante où vous avez donc tous ces personnages-là qui, en bas, sur le rocher vers la droite, tirent d'une corde un bateau pour essayer de sauver le bateau du naufrage. Donc c'est un sauvetage ici qui est mis en lumière. Mais ce qui est fort aussi, c'est de noter le mouvement circulaire de ce tableau qui est très présent. On a l'impression que tout tourne dans un même flux infernal, mais heureusement le phare est là. Le phare est au centre, il est droit, c'est le pivot, c'est le pilier, il tient et tout tourne autour. Et puis vous avez tous ces personnages dont l'échelle est très petite et c'est volontaire, c'est pour nous montrer à quel point la nature est forte, à quel point elle prend le dessus par rapport à l'homme, mais vous avez toute cette palette des émotions humaines avec des personnages qui sont dans des situations très difficiles. Dans cette barque au milieu, on a le personnage qui lève les bras au ciel, mais en bas à gauche, on a un autre personnage qui s'accroche au rocher comme il peut, une famille éplorée au premier plan. Voilà, vous avez un petit peu tout, et puis vous avez ces vagues qui sont dressées comme des montagnes.
Bref, on n'aimerait pas se retrouver au milieu de cette tempête. Ça, c'est certain. Et n'y a-t-il pas un peintre qui, au même moment, aimait aussi les tempêtes? Oui, oui, tout à fait. On peut ouvrir une petite parenthèse pour parler de William Turner, qui effectivement était un peintre qui avait la même fascination pour les phénomènes climatiques et les cataclysmes naturels. Et Gazart, notre peintre, est tout à fait contemporain de William Turner. Donc voilà, il avait cette influence-là. D'ailleurs, Gazart était un peintre toulousain, mais qui a quand même été conservateur du musée de Versailles, ce qui n'est pas rien. Et une petite parenthèse aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est étonnant dans ce paysage, c'est qu'on ne sait pas du tout où on se trouve. Il y a beaucoup de mystères. Tout à l'heure, on était dans les environs de Rome, c'était clair. Ici, on est vraiment dans un paysage qui est là pour nous parler de la nature qui est plus forte que tout, pour nous parler de cette notion de sublime, mais finalement, la géographie n'est pas si précise et ce n'est pas si important. C'est vrai. Alors, à présent, je vous propose donc de partir vers l'Orient avec Charles de Tournemine. Alors, vous voyez, ça, c'est un paysage orientaliste. Souvent, quand on pense orientalisme, on pense à ces harems, à ces odalisques enfermés. Mais il existe aussi un orientalisme d'extérieur. Alors, l'Orient, de toute façon, était connu pour les Français de cette époque, puisqu'il y a eu, à la fin du XVIIIe siècle, déjà donc l'expédition de Napoléon Bonaparte au Caire, donc en Égypte. Et puis, il y a eu la guerre d'indépendance des Grecs contre les Turcs. Et puis, il y a eu donc l'affaire de l'Algérie. S'installer en Algérie, ça représentait véritablement un enjeu. Donc, en fait, on a beaucoup parlé au public français de l'ailleurs, de l'étranger. Et cet Orient, donc ici, eh bien, il est bien sûr tout à fait poétique. Alors ici, il s'agit d'un peintre, Tournemine, qui est né à Toulon. Et ce qui est intéressant, c'est que dès sa plus jeune adolescence, il devient mousse, il s'embarque sur des bateaux qui vont lui faire faire le tour du bassin méditerranéen. Il va infiniment aimer cela. Puis il reviendra, il exposera à Paris et il reprendra le voyage parce qu'il en avait vraiment le goût. Alors nous sommes en Asie mineure, comme le dit le titre du tableau. L'Asie mineure, en fait, c'est l'Anatolie, c'est une partie de la Turquie aujourd'hui. Il y a séjourné 3 mois, donc il a pu prendre des notes, il a pu remplir des croquis afin de trouver matière à ses tableaux. Donc dans son paysage, qu'est-ce qu'il place? Il place donc, eh bien, beaucoup d'espace, ça c'est une chose, hein, la profondeur est évidente. Il y a une végétation attendue, le palmier c'est l'arbre par excellence, je dirais, hein, du voyage, avec sa chevelure souple qui semble flotter au vent. Et puis il y a donc cette oasis, ce point d'eau où viennent paître les troupeaux. Donc vous avez ici cet endroit de fraîcheur certainement extrêmement agréable. Les humains, ce sont des hommes qui sont, vous voyez, enturbanés ou dont les têtes sont enroulées par des chèches, hein, ces tissus très fins qui protègent du soleil ou du vent. Donc on s'aperçoit qu'en fait il y a un réel exotisme. On voit par exemple ces positions donc alanguies, allongées des personnages fumant la sepsie, c'est-à-dire cette très longue pipe. On est vraiment en Orient pour toutes ces raisons. Il y a aussi un bétail avec de très longues cornes. Et donc vous avez ici eh bien, beaucoup d'éléments. On peut citer également l'architecture. Mais est-ce que c'est un mirage ou est-ce que c'est vrai ce que l'on voit là-bas? Un dôme, des minarets, est-ce que c'est Sainte-Sophie? Puisque si nous sommes en Turquie, on peut en parler, mais elle n'est pas tout à fait du côté de l'Anatolie. Peu importe la réalité topographique, on est dans le rêve, on est dans l'imaginaire. Et c'est vraiment de toute façon ce que le peintre veut nous faire ressentir. C'est-à-dire qu'en fait, ici, les gens sont demandeurs de cet ailleurs. Et vous avez Tournemine qui leur sert ce qu'ils attendent. Eh bien, pour contrebalancer un peu tous ces propos, on va vous montrer un paysage réaliste qui ne cherche pas à plaire, mais qui cherche à faire vrai. C'est notre paysage suivant, réalisé par Gustave Courbet. Donc Courbet est un grand peintre réaliste au XIXe siècle. Il réalise beaucoup de paysages, notamment en Franche-Comté, parce que c'est la géographie dont sa géographie dont il vient. En fait, il vient de la Franche-Comté, il est né là-bas, et il représente très souvent des paysages de la gorge de la Brême. Hein, vraiment, c'est cet endroit-là qui se trouve pas très loin de Ornans. Et là, on est dans le ruisseau du Puy Noir. Donc, il réalise beaucoup de tableaux de cet endroit-là. Et là, il nous propose un paysage qui n'est pas du tout idéalisé. Pourquoi? Eh bien, là, on le voit tout de suite, la lumière n'est pas la même. Le paysage est sombre.
humide, peut-être un peu froid, l'horizon est bouché, alors que jusque-là, on vous montrait des paysages avec un ciel prédominant, très ouvert. Là, tout est fermé, tout est bouché, vous avez une toute petite place qui est accordée au ciel et tout le reste semble nous écraser. D'autant plus que cette falaise est immense et on ressent le poids du minéral ici, hein, cette falaise qui nous donne l'impression de nous écraser, et elle est d'autant plus marquée parce que la technique de Gustave Courbet le permet et le montre. C'est vraiment un peintre matiériste et donc en fait il accumule des couches de peinture les unes sur les autres avec des instruments comme une brosse dure ou un couteau pour justement nous donner cette impression de matière et d'épaisseur. Et en plus de ça, il avait préparé sa toile au goudron pour rajouter de la matière et une atmosphère très sombre au tableau. D'ailleurs, la palette est assez réduite, les tons sont opaques, du vert, du gris, du brun, un peu de bleu, et c'est tout. Là, ici, il veut nous parler de ce paysage qui est sombre, mystérieux et secret, et il ne cherche pas à mettre de la lumière ou du soleil là où il n'y en a pas habituellement. Mais ce qui est très moderne dans ce paysage, et ce qui est important de préciser, c'est que c'est le premier paysage qu'on vous montre où il n'y a pas d'humains, pas d'animaux, pas de personnages, rien du tout. Aucune anecdote. Il y a juste le paysage pour le paysage. La nature prend enfin toute la place, mais ça, c'est très moderne encore. Bien sûr. Et justement, vous notez que le tableau que nous regardons à présent est exactement de la même année, 1865. Mais là où Courbet était moderne pour se permettre de se passer de personnages, on revient ici à quelque chose de plus classique avec des animaux et un homme. Alors dans ce tableau qui se nomme L'Abreuvoir, nous avons en fait cette heure tranquille où ce jeune paysan ramène à l'écurie ou à l'étable ses chevaux. Un cheval s'attarde encore au niveau de la ligne d'horizon, c'est pourquoi le jeune garçon le regarde. Ce jeune garçon qui est monté donc accru, c'est-à-dire directement sur l'animal sans poser une selle sur le cheval, ce qui nous donne une idée encore plus évidente du contact immédiat entre l'homme et l'animal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater les belles robes de ces chevaux. Il y a le cheval blanc au centre, dont le reflet magnifiquement est présent dans cette flaque, dans ce petit étang central. Et puis, vous avez donc des chevaux de couleur baie, c'est-à-dire marron glacé, puis des chevaux dont on dit qu'ils sont alezans brûlés, c'est-à-dire presque noirs, comme celui de gauche, vous voyez. Donc, beauté de la lune aussi qui crée le reflet dans l'eau. Et c'est vrai que le ciel est un petit peu menaçant ici. Il y a comme un pressentiment que le temps pourrait changer et qu'il faut peut-être se dépêcher. Vous voyez, en fait, ces longs nuages qu'on appelle des cirrus qui s'effilochent. Donc, si vous voulez, ici, Luminet, le peintre d'histoire, eh bien, il nous surprend dans la mesure où, eh bien, ici, il y a tout à fait autre chose de ce qu'il produit. Que produit-il d'habitude? Eh bien, il produit des tableaux où il parle du Moyen-Âge, des Gaulois, dans les livres d'histoire de la Troisième République. Et c'est vrai qu'ici, on n'a absolument pas l'histoire de France. On a juste le charme de cette heure particulièrement tranquille entre chien et loup, avec une ambiance extrêmement douce qui nous séduit. Donc, c'est presque le symbolisme qui est là, c'est cette couleur mauve, c'est la beauté de cette palette entre le gris, le vert et le mauve, quelque chose de très onirique. Où sommes-nous en fait? Est-ce que nous sommes vraiment dans un contexte de mer? Est-ce que la mer est à l'arrière? La question est posée, en tout cas ce qui est évident, c'est cette ambiance étrange, étrangement épurée. Et on reste dans les tons de mauve, mais là on arrive dans un paysage qui est beaucoup plus clair et précis. On sait exactement où nous sommes. Nous nous trouvons dans le jardin à Giverny de Claude Monet, donc ce grand peintre impressionniste qui avait réalisé ce jardin lui-même pour justement pouvoir le peindre. Donc il travaillait avec une organisation chromatique très précise. Il plantait des fleurs de manière à justement pouvoir avoir cette atmosphère-là de jardin à l'anglaise, de jardin sauvage. Tout était très libre dans ce lieu qui l'a beaucoup inspiré. Mais là, je vous parle de Monet, mais ce n'est pas du tout un tableau de Claude Monet. Pourtant, dans son nom, dans le nom de l'artiste, vous me direz, il y a Monet. Il s'agit d'un tableau réalisé par Blanche Hochédé Monet. Eh bien, en fait, c'est la belle-fille de Claude Monet. Et elle a
très longtemps fréquenter ce jardin-là parce qu'elle va vivre chez son beau-père à Giverny. Mais en plus de ça, elle prendra soin toute sa vie de ce jardin à la mort du peintre. Elle va le conserver, elle va le présenter aux visiteurs pendant une vingtaine d'années, vous imaginez, et elle va même le protéger au moment de l'occupation allemande. Donc il y a un lien très fort avec ce jardin. Et elle réalise ce tableau au moment, presque à la mort du peintre, pendant ces dernières années. Au moment où justement Claude Monet réalise les Nymphéas. Voilà, mais il a probablement vu ce tableau avant de mourir. En tout cas, il y avait un lien très fort entre les deux. On confond assez souvent leur travail. Parfois, voilà, on peut être un petit peu confus quand on voit les œuvres de ces deux artistes. En tout cas, là, nous sommes avec Blanche Hocher-Desmonets et on peut parler d'un tableau impressionniste parce que tout y est. On a cette idée d'imprécision, de contours flous, de couleurs fondues. La touche est vive, rapide, presque esquissée. Tout semble un petit peu confus et mélangé. Regardez ces ombres colorées au niveau de l'allée qui est complètement envahie par ces fleurs. On ne sait pas vraiment où commence l'ombre et où s'arrête le parterre des fleurs. Tout est un petit peu mélangé. Au fond, on voit la façade arrière de la maison de Giverny. Donc c'est un des seuls tableaux qui nous présente ce point de vue-là, finalement. C'est assez original. Par contre, ce qui n'est pas tout à fait original, c'est le style impressionniste, parce que nous sommes en 1920. L'impressionnisme, c'est les années 1860. Et à partir du XXe siècle, eh bien, la peinture avant-garde, c'est plutôt le fauvisme, le symbolisme. Mais Blanche Hocher-Desmonets n'est pas tout à fait sensible à cette nouvelle tendance avant-gardiste et préfère prolonger l'impressionnisme avec ce très très beau tableau. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le tableau suivant, eh bien, on retrouve cette nature et le peintre Gauzy, lui aussi, de par son sujet, il n'est pas tellement moderne. Au début du XXe siècle, Marthe vous l'a dit, il y a donc de différents courants artistique. Et on a ici donc bien quelque chose qui est, ma foi, une bergère avec ses moutons dans ses champs. Ça semble un sujet extrêmement donc classique, ancien, je dirais même. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, eh bien, on a des expressionnistes tourmentés, on a des cubistes qui décomposent le tableau. Ici, ce n'est pas le cas, mais néanmoins, on a des choses très mauves ici, très jaunes aussi, et on sent que les fauves sont quand même passés par là, puisqu'ils ont déplacé un petit peu les couleurs là où on les attendait. Alors, le peintre Gauzy, ici, nous propose une nature bienfaisante, magnifiée, dans laquelle on se sent comme protégé. Ça, c'est une constante. Mais cependant, eh bien, il résiste avec ses sujets traditionnels, comme on vous le disait, et on voulait vous parler également du fait que son nom, Gauzy, est un nom important puisqu'il était très ami avec Toulouse-Lautrec, d'accord? Et c'est vrai que Gauzy aime particulièrement bien, ces coteaux mollement ondulés, qui sont ceux des alentours de Toulouse. Nous sommes à Fronton et c'était important de situer donc ce peintre particulièrement local. L'ambiance est calme, bucolique. La bergère, peut-être un peu âgée, peut-être un peu penchée, les épaules couvertes de son châle, vous voyez, penche la tête et elle a cette tête donc ceinte de son paillole. Ça, c'est le chapeau toulousain avec le ruban noir qui permet de le resserrer donc au niveau du menton. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle est de dos. En fait, elle ne veut pas voler la vedette au paysage, si bien qu'on la regarde peu et que finalement, on regarde vraiment cette composition où il y a un tiers d'herbe en partie inférieure, un tiers de champs et de routes en partie centrale et un tiers de ciel en partie supérieure. Mais l'originalité, ça n'est pas tant la ligne oblique des arbres qui viennent certainement border le canal du Midi. L'originalité, c'est ce que vous avez sur la droite, sur ce coteau, cette ligne en forme de S, très lisse, très simplificatrice, qui nous semble très moderne, un petit peu comme dans les tableaux de Hockney, dans les tableaux aussi de Munch, qui osent en fait ces lignes extrêmement simplifiées. Donc vous voyez en fait, thème traditionnel, mais modernité quand même. Eh bien, on reste dans cette même lignée avec notre dernier tableau, où finalement on retrouve dans l'espace inférieur finalement quelque chose d'assez classique, une scène de pâturage, un personnage avec son chapeau et ses vaches.
mais ce qui est très moderne, c'est la manière de nous parler de ce sujet, les couleurs qui sont utilisées et surtout la place qui est accordée à ce nuage qui devient le personnage principal du tableau. Finalement, en 80% du tableau, c'est le nuage. Pas n'importe quel nuage, il s'agit d'un cumulus. Donc c'est le nom qu'on donne à ces nuages qui ont une forme très reconnaissable et caractéristique. On a un peu l'impression d'avoir un chou-fleur ou une crème chantilly. Finalement, on pourrait se dire tout ça. En tout cas, c'est un nuage qui grossit et qui très souvent précède des précipitations orageuses. Et le personnage qui est en bas le sait bien parce que regardez, il avance d'un pas un petit peu pressé. Finalement, il a son chapeau vissé sur la tête baissée et il se dépêche parce que le nuage derrière le course et pourrait bientôt le rattraper. Et c'est ça qui est fort avec ce tableau, c'est cette impression d'image qui peut évoluer, finalement qui peut grandir. On imagine ce nuage qui ne va cesser de grandir, de se dilater jusqu'à occuper tout l'espace, tout le tableau et qui, comme une avalanche, va complètement, entièrement tout recouvrir. Et puis on voit le gris en dessous, donc on imagine tout à fait que le mauvais temps est en train d'arriver. Donc tout va basculer d'un moment à l'autre dans ce tableau. Mais en tout cas, pour le moment, avec ces couleurs-là, il y a quelque chose de très rafraîchissant et de très apaisant. Vous avez du bleu, du blanc, du vert, un peu de gris, mais c'est tout. Et la modernité, elle réside dans la manière de placer ces couleurs de manière très franche. Il n'y a pas de dégradé, pas de nuances. On a vraiment des aplats de couleurs. Et on pourrait penser un peu au fauvisme, justement, où on avait ces couleurs très pures et très franches qui étaient placées dans des tableaux, même si ce ne sont pas du tout les couleurs des fauves, hein, parce que là, on est sur des couleurs beaucoup plus froides. On pourrait penser peut-être plus à un peintre surréaliste belge, René Magritte, qui utilisait ces couleurs-là et qui simplifiait les formes un petit peu de cette manière-là. Ou alors on pourrait même partir un petit peu plus loin et avoir l'impression d'avoir une affiche publicitaire des années 50-60 devant nous pour parler des produits laitiers ou des crèmes fouettées. Voilà, il y a ce côté un peu vintage rétro qui est assez intéressant avec justement la simplification de ces formes et la pureté et la fraîcheur de ces couleurs. Voilà. Alors le peintre Lupiac, pour dire deux mots sur lui, c'est un peintre toulousain, mais qui fait ses études à Paris, qui fréquente des grands ateliers de peinture, mais qui redescend dans le Midi toulousain au moment de la guerre et qui finit sa vie vers Castanet. Alors il peint beaucoup de tableaux d'histoire, beaucoup de paysages du Lauragais, mais surtout, si vous voulez le connaître un peu plus, vous pouvez aller dans la salle du conseil municipal au Capitole, où il y a des tableaux de lui, notamment un qui s'intitule Le vent d'Autan, où soufflent donc déjà les éléments à cet endroit-là. Donc, on a peut-être une scène assez attendue au premier plan, mais finalement, la manière de le réaliser et la manière d'utiliser ces couleurs montrent toute la modernité et l'audace de ce peintre. Exactement. Voilà, on revient vers vous pour conclure. Absolument. Alors au fil des tableaux qu'on a vus ensemble, on a connu des ambiances, des atmosphères tout à fait différentes. Et c'est vrai qu'on a voyagé de la Franche-Comté à l'Asie en passant par le Lauragais, les Flandres ou Venise. À vous de choisir le tableau dans lequel vous vous sentez le mieux. On s'est aperçu aussi qu'en nous parlant des lieux, les peintres nous parlaient d'eux-mêmes parce que c'était les paysages intérieurs, ceux qu'ils portent en eux dont ils nous parlaient. Et c'est vrai que c'était leurs états d'âme dont ils faisaient état. Oui, et ça c'est intéressant de le souligner. Donc on voulait vraiment vous montrer que le paysage a peiné à trouver sa place en histoire de l'art, mais qu'il gagne en reconnaissance à mesure que le temps avance au fil des époques. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de preuves à faire, hein, ils nous ont parfaitement conquis. Et on peut même aller plus loin et ouvrir et sortir de la peinture pour se dire aujourd'hui qui sont les paysagistes du 21e siècle. Bonne question. Et oui, on peut dire les photographes, les cinéastes, hein, voilà, on continue à nous faire voyager et à nous faire rêver. Et d'ailleurs, comme on a fait pas mal d'ouvertures dans la conférence, on peut citer un photographe que vous connaissez probablement, Yann Arthus Bertrand, hein, qui propose un très bel état des lieux de notre planète avec beaucoup de photos aériennes dans la Terre vue du ciel. Oui, par exemple. Ouais, ça c'est beau pour ouvrir. Voilà, merci vraiment de nous avoir suivis lors de cette conférence et à très vite. Merci. Au revoir.